Bonsoir, bienvenue dans Classe 18+. Cette fois-ci, c'est la bonne. Donc vous avez tous pu voir mon live à moi. Les jeux 18+, reprennent le pouvoir, reprennent le dessus, enfin. Et donc, tout de suite, on va attaquer avec le contenu de cette émission Qui est de folie. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça de toute ma carrière de 18+. J'ai jamais vu ça, Thierry. Vous allez le constater tout de suite avec le sommaire. On commence la soirée avec la critique de Dead to Rights Retribution. Nous allons ensuite avoir la rubrique 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Mais tout de suite, Et news. Qu'est-ce que c'est ces conneries là? On avait annoncé plein de trucs aux jeunes, Thierry. Rien que le Hidden Palace sur Dead or Alive. le Hidden Palace, comme vous l'avez peut-être vu, il n'a pas été diffusé lundi. Donc du coup, on n'a pas non plus la version Uncensored. Problème logistique, on espère l'avoir bientôt. Pour l'instant, pas de nouvelles. Et la critique de Nier. Ah, la critique de Nier, là, c'est un autre souci. Toute la presse a reçu un mail de Square Enix qui annonçait tout simplement qu'on n'avait pas le droit de saisir, c'est-à-dire d'acquérir du gameplay avec une carte d'acquisition sur PC, que ce soit sur la version review ou même sur la version finale du jeu. Donc du coup, on a écrit la critique, on a fait la critique, etc., mais on peut pas la diffuser faute d'image. Donc ça, c'est dû à quoi? Alors déjà, premier constat, genre mais pourquoi vous pouvez pas saisir sur une version finale? C'est simple. Pourquoi, par exemple, pour tout ce qui est cinéma et DVD. Donc il faut, par exemple, on peut pas diffuser genre 20 minutes d'un extrait de DVD comme on veut. Il faut des autorisations de diff. Il faut que le studio donne son accord. Pour l'instant, dans le jeu vidéo, c'est un peu flou tout ça. C'est-à-dire qu'on a un accord tacite de la part des éditeurs pour faire un peu ce qu'on veut. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a un abus de la part de pas mal de sites internet et de blogs qui ont tendance à diffuser des morceaux complets de gameplay, genre 20-30 minutes de walkthrough, non montés, et genre parfois, un peu saisi n'importe comment, donc une image de très mauvaise qualité. Résultat, donc avec un jeu comme Nier qui est en effet pas particulièrement beau, on se retrouve exposé à ce genre de décision, et là, pour le coup, on peut vraiment rien faire. Donc on aimerait bien, à un moment donné, que les critiques, que tout simplement le traitement du jeu vidéo soit différent et qu'il y ait une vraie distinction de fait entre le média télé et le média internet. Parce que nous, en télé, ce qu'on fait, c'est qu'on saisit les images du jeu et ensuite on les monte. On les monte de manière ensuite à faire du gameplay qui correspond au texte, Voilà. etc. Et puis c'est spoiler free aussi quand on fait. On précise toujours, il y a tout un travail sur le montage de manière à ce que l'image 1 soit belle, rende justice au travail qui a été fait par les développeurs, mais également puisse tout simplement illustrer notre propos. Et c'est vrai que par rapport à d'autres médias, on a tendance quand même à faire des critiques plutôt développées qui peuvent atteindre les 10 minutes. Donc nous, on a forcément besoin de beaucoup de gameplay. Donc on espère pouvoir diffuser la critique dans 15 jours avec du gameplay qui sera fourni directement par Square Enix. Et en attendant, en fait, une critique de jeux vidéo, dans quelques années, ça pourrait ressembler à ça. Peggy 18. Alive. Stay alive. Stay alive. Nier est un titre édité sur PlayStation 3 et Xbox 360 par Square Enix, le studio japonais à qui l'on doit les fameuses sagas Final Fantasy et Dragon Quest. Mais cette fois-ci, le gameplay proposé se rapproche davantage d'un action RPG façon beat'em all, avec des personnages originaux, dont Nier, un vieux type du genre costaud, papa d'une fille, Yona, infectée par un virus. Propulsé dans le futur, il devra parvenir à trouver un remède pour sauver sa fille. Pas franchement au niveau des productions actuelles sur PS3 et Xbox 360, Nier s'en sort malgré tout, grâce à son ambiance unique et un plaisir de jeu incontestable. On appréciera en particulier les pouvoirs magiques du personnage central. Le jeu est disponible depuis le 23 avril dernier. Ou alors, ça pourrait aussi ressembler à ça. Bienvenue sur No Life pour une critique consacrée à Nier, ce qui est un action RPG un petit peu orienté beat'em all édité par Square Enix. Vous dirigez une espèce de quadragénaire qui s'appelle Nier, qui est à la recherche d'un remède pour sauver sa fille. Le jeu sort le 23 avril sur PS3 et Xbox 360. Donc là, l'univers du jeu est très particulier, très travaillé, avec des couleurs pastel, plutôt jolies, comme vous pouvez le constater sur ces screenshots. Et donc, évidemment, la réalisation n'est pas complètement au niveau des consoles next-gen actuelles. On est plus proche d'un jeu sur PS2 que d'un jeu sur PS3, malheureusement. On appréciera quand même le ton poétique du jeu, ainsi que les décors qui ont été assez soignés, et l'ambiance générale du jeu bénéficie du ton poétique de cette création du studio Cavia. Et voilà, c'était la critique de Nier sur No Life.
Bref, on n'est pas dans la merde quand même. Hein. Alors, j'ai envie de dire, dis donc, avec cette histoire de Nier, ça fout les nerfs, ça fout les jeux de mots. High five. On va enchaîner avec les news. Jonathan, high five. On va commencer ces news 18+ avec un titre Sega annoncé pour le 28 mai prochain, Alpha Protocol. Présenté comme un RPG d'espionnage et le premier du genre, ce titre PC, Xbox 360, PS3 est développé par Obsidian Entertainment, qui travaille également sur Fallout New Vegas pour Bethesda. Des spécialistes du RPG donc, et des bons en plus. Alpha Protocol ressemble clairement à un mix entre Splinter Cell et Mass Effect. Incarnant l'agent secret Michael Forton, un rookie prometteur mais n'ayant pas la bouteille d'un Sam Fisher, le joueur sera amené à rencontrer de nombreux personnages à la personnalité développée, dont voici quelques exemples. Z, Gregory, ou encore Henry Leland. Comme dans Mass Effect 2, il sera possible de dialoguer via un système de réponse dynamique qui orientera non seulement l'issue de la conversation, mais également les futures interactions de Forton avec ses pairs, ainsi que le scénario du jeu lui-même. L'issue d'une conversation pourra ainsi être particulièrement violente, rappelant en cela les interrogatoires de fin de niveau de Splinter Cell Conviction. Ces dialogues se dérouleront également à 100 à l'heure, ne laissant au joueur qu'un laps de temps très court pour prendre une décision et en assumer les conséquences souvent immédiates. Mais si l'accent est clairement mis sur le scénario, les personnages et les interactions entre eux, Alpha Protocol reste un RPG avec un personnage susceptible d'évoluer selon les désirs du joueur. Préalablement à chaque mission, il sera ainsi possible de l'équiper avec un set d'armes customisable qui déterminera le style et les possibilités de jeu. Ce RPG d'espionnage 18+ pourrait tout à fait constituer l'une des grosses surprises pré-estivales. On fait en tout cas confiance au studio Obsidian pour nous surprendre et nous offrir une expérience à la fois solide, riche et adulte. Après tout, Fallout, c'est eux. Just assume it's 2 steps ahead. I am Lucia of Syracuse, patron saint of the blind. Dante's Inferno s'offre un petit DLC intitulé Le Martyr de Sainte-Lucie. Petit n'est peut-être pas le mot d'ailleurs. Ce DLC ne se contente pas de proposer une mission supplémentaire ou un set de costumes, il permet en effet de créer et de partager des trials, c'est-à-dire des challenges online. Ces épreuves pourront ensuite être notées par les joueurs. Il ajoute également un mode multijoueur en coop ainsi qu'un nouveau personnage particulièrement charismatique, Sainte-Lucie, la patronne des aveugles. Ce DLC est disponible depuis fin avril sur XBLA et PSN et devrait coûter moins de 10 €. These are the trials of Saint Lucia. Intitulé The Passing, le premier add-on consacré à Left 4 Dead 2 est disponible depuis fin avril sur Xbox 360 et PC. Première surprise, gratuit sur PC, cette extension sera payante sur Xbox 360. Les joueurs console devront ainsi débourser un peu moins de 8 € pour bénéficier de 3 nouvelles maps, de 2 nouvelles armes, le M60 et le club de golf, et d'un nouveau zombie spécial. The Passing proposera également le grand retour des 4 survivants du premier jeu, ainsi que l'ajout d'une option de jeu multijoueur, la mutation hebdomadaire, qui viendra régulièrement perturber les règles de jeu. Bref, si vous avez un PC, foncez. Si vous avez une Xbox 360, pleurez. Du DLC encore et toujours, cette fois-ci consacré à BioShock 2. Le Rapture Metro Pack, annoncé sur PS3, Xbox 360 et PC, proposera pour environ 10 €, 6 cartes, dont certaines issues du mode solo, 3 nouveaux succès trophées, ainsi que l'option Renaissance. Celle-ci permettra aux joueurs ayant atteint le niveau 50 de revenir au niveau 1 pour gagner dans l'affaire un masque spécial. 10 € pour un contenu comme celui-là, c'est clairement abusé, on est tous d'accord. Mais bon, le trailer a le mérite d'être rigolo, alors... Better have a care. I'm going to follow you everywhere. I crawl through the ceiling and the wall and call on bad little girls like you. I'll torture you and hunt you. I've got you where I want you, a victim of my dark and dirty plot. And at the slightest whim, I'll tear you limb from limb. In other words, I'll put you on the spot. Ooh, I'm the boogeyman, the terrible, horrible boogeyman.
I come in the middle of the night and fright sad little girls like you. À l'occasion du récent event organisé par Capcom à Hawaï, le Captivate, une nouvelle bande-annonce consacrée à Dead Rising 2 a été révélée. La voici. Pour rappel, le jeu est annoncé en Europe pour le 3 septembre prochain sur Xbox 360, PS3 et PC. Il mettra en scène un nouveau personnage, Chuck Green, champion de motocross et papa d'une petite fille, ainsi qu'une nouvelle ville, Fortune City, inspirée de Las Vegas. Il débarque dans cette ville infestée de zombies pour participer au jeu de télé-réalité Gore, Terror is Reality, confrontant des participants humains à des zombies. Si Chuck accepte de risquer ainsi sa vie, pour le plaisir de spectateurs voyeurs, c'est pour soigner sa fille. Mordue par un zombie, elle requiert en effet des doses quotidiennes de Zombrex pour ne pas se transformer en morte vivante. Et le Zombrex coûte cher. Mais le jeu télé ne durera qu'un temps, et c'est finalement à une horde de zombies libres de leurs mouvements que le joueur devra faire face, ainsi qu'à la nécessité de trouver du Zombrex et d'en apprendre plus sur ce remède. Dead Rising 2 enrichira également le gameplay de son prédécesseur, avec un mode coop online drop-in et la possibilité de créer de nouvelles armes. Il pourra relier deux armes classiques à l'aide d'un bout de sparadrap afin d'en créer une nouvelle, unique, et d'engranger ainsi des PPS, des points de prestige. Ces derniers serviront à monter le niveau de Chuck. Pour rappel, un prologue jouable, Case Zero, sera disponible en exclusivité sur Xbox 360 cet été, et le jeu final proposera une option multijoueur à 4 via les arènes du reality show Terror is Reality. Visceral Games vient de révéler la première bande-annonce consacrée à la suite très attendue de l'excellent Dead Space. La voici. Is he alive? Isaac Clarke. I'm going to show you some images and I want you to tell me about them. It was just a short book. So much shit in my head. What did the symbols whisper? Where are you going? It's not over between us. You can't be with me forever. Et bien maintenant on va attaquer avec la critique, the critique de ce classé de U+, la seule et l'unique. Donc bon, il faut quand même vous dire un truc, l'air de rien c'est qu'en début d'année on a une actualité de folie en jeu 18+, on a eu plein de trucs, God of War 3, Bayonetta, genre une quantité invraisemblable de titres. Et là avec les mois de mai et ensuite juin, on va commencer franchement à ramer au niveau contenu. Ça va carrément se calmer. C'est pas de notre faute, faudra pas nous en vouloir, les 18+ seront un peu plus courts, mais on a quand même, on va vous faire des critiques ultra développées, complètes, etc. comme d'habitude, et en espérant que les jeux soient bons. Et là, la question c'est, est-ce que Dead to Rights Retribution est un bon jeu? Toi, t'en penses quoi, Mehdi? Moi, j'en pense. On va regarder. On va regarder la critique. Ouais, on va regarder la critique, Okay. je pense, et après, je te dirai mon avis. Ok, d'accord. Le premier Dead to Rights est d'abord sorti en exclusivité temporaire sur Xbox en 2003, avant d'être adapté par la suite sur PlayStation 2 et GameCube. Développé par Namco, il mettait déjà en scène Jack Slate accompagné de son chien Shadow dans la ville de Grand City. Ce jeu d'action à la troisième personne souffrait d'un certain nombre de défauts, tels qu'une réalisation vieillotte, un premier degré pas toujours du meilleur goût, une caméra très mal gérée et une utilisation somme toute limitée de Shadow. Mais surtout, il souffrait de la comparaison avec Max Payne, sorti quelques années plus tôt et à qui il empruntait de nombreuses mécaniques de jeu telles que le bullet time.
En 2005, Namco remettait le couvert avec Dead to Rise 2, sorti conjointement sur Xbox et PS2. Cette fois-ci développé par le studio lyonnais Widescreen Games, qui a depuis fermé ses portes, Dead to Rise 2 fut une énorme déception. Répétitif, brouillon, plus court et moins ambitieux que son prédécesseur, dont il constituait le prequel, il se présentait comme un défouloir bête et méchant. Alors bien sûr, lorsque Namco Bandai Games annonça le développement d'un troisième volet, baptisé Dead to Rise Retribution, on ne trépignait pas vraiment d'impatience. Le développement fut une nouvelle fois confié à un studio externe, Volatile Games, à l'origine de l'adaptation triste ou nette passée inaperçue de Reservoir Dogs. Et il faut dire que malgré de nombreux défauts, ce troisième Dead to Rights parvient à reproduire le plaisir basique du premier titre de la série en travaillant intelligemment ses points forts, comme la présence jusque-là secondaire du chien Shadow. You once told me that a single moment can forever mark a man's life. This one marked mine. You should know. You were there. Dead to Rights Retribution est en quelque sorte un reboot de la série. Le scénario suit donc cette logique en proposant une relecture du premier jeu à qui il emprunte des thématiques similaires, mort d'un proche, désir de vengeance, statut de fugitif. Jack Slate est un flic hard-boiled, façon Tequila dans le À toute épreuve de John Woo, ou Inspecteur Harry. Il officie dans la ville de Grand City, une nouvelle fois mise à sac par des gangs ultra-violents, aux membres peinturlurés masqués, façon The Crow ou Shadow Warriors. Mais ces derniers ne constituent que la partie visible de l'iceberg de corruption qui gangrène la ville. Accompagné de son père et de son chien Shadow, Jack, doté des plus gros biceps de l'histoire du jeu vidéo, enquête à sa façon expéditive pour mettre à jour un complot énorme. Si le scénario a clairement été travaillé, avec une narration sous forme de flashback jouable, il n'en est pas moins ultra classique puisqu'il reprend en gros le scénario de Robocop 2. On appréciera néanmoins l'effort et surtout la qualité de l'interprétation de Jack Slate. Disponible en VO sous-titré, le jeu fait avancer l'histoire par le biais de cinématiques, mais également de la voix off du personnage central omniprésente. Une histoire et une narration classique donc, mais plutôt efficace. I can't stop the bleeding. I can't. I need help. Help! Help! Oh God, no! Le jeu alterne deux phases de gameplay, celle où l'on incarne Jack Slate et celle, plus rare, où l'on contrôle directement le chien Shadow pour des phases d'infiltration à la Splinter Cell. Globalement, le jeu surprend par sa richesse et respecte clairement son héritage, car Dead to Rise Retribution, s'il prend l'apparence d'un third-person shooter basique, est avant tout un beat'em all. Les combats au corps à corps tiennent du coup une grande place dans le jeu, même s'il est également possible de shooter à tout va avec une impressionnante quantité d'armes. On peut ainsi réaliser un grand nombre de combos à l'aide des 4 boutons. Sur Xbox 360, le bouton Y permet de donner des coups rapides, le B des coups forts, et le bouton X sert à parer, contrer et réaliser des esquives à l'aide du stick droit. La combinaison Y plus B lance un coup imparable, tandis que la combinaison X plus A permet de choper un ennemi, le prendre en otage ou le projeter sur ses adversaires. Bien sûr, la combinaison de ces touches débouche sur la réalisation d'un grand nombre de combos, comme vous pouvez le constater avec ces listing games. Le bouton A permet quant à lui de réaliser automatiquement un finish move ultra gore après avoir enchaîné un adversaire. Celui-ci varie en fonction de la situation et de l'arme portée. On appréciera par exemple le sublime Rocket Jump Finish Move réalisable lorsque Jack porte sur son dos un lance-roquette. Le bouton A sert aussi à désarmer un adversaire. Ce faisant, pendant quelques secondes, le temps est ralenti, ce qui laisse l'opportunité au joueur de réaliser un headshot à bout portant ultra spectaculaire. Le système de combat au corps à corps est donc plutôt complet. Et il est encore enrichi par la possibilité de renforcer l'impact de ses coups en les assenant en pleine course ou en activant le mode concentration, c'est-à-dire le mode slow-mo. La jauge concentration se remplit en réalisant des combos, des finish moves, des headshots, bref, des coups spectaculaires. Celle-ci peut être activée à tout moment. Mais Dead to Rights ne se limite pas au combat au corps à corps pour proposer la panoplie habituelle de tout bon third-person shooter. On peut ainsi transporter 2 armes, ramasser celles laissées au sol par ses adversaires ou se les faire rapporter par Shadow. Un fusil sniper est disponible, tout comme un lance-roquette ou un simili plasma gun. Les armes sont très nombreuses et les headshots signalés par un mini ralentissement permettant d'apprécier à sa juste valeur la précision de son tir. On notera la disparition de l'auto-target présent dans les 2 premiers Dead to Rights. Fini également les sauts bullet time à la sauce Max Payne qui commençaient à être sérieusement datés visuellement. Retribution propose en effet une approche plus actuelle basée sur un cover system développé. On peut ainsi se mettre à couvert et les abris sont la plupart du temps destructibles si l'on reste trop longtemps au même endroit.
Il est également possible de se déplacer rapidement d'un abri à l'autre grâce à des icônes contextuelles, comme dans Gears of War ou le dernier Splinter Cell. La santé du joueur est aussi gérée de façon actuelle, comme dans les 2 titres précités. Le joueur récupère donc son énergie en se mettant à l'abri et ne meurt que sous un feu nourri. Enfin, les tirs à l'aveuglette sont gérés. L'aspect shoot, comme l'aspect combat au corps à corps, est donc des plus aboutis. À ceci s'ajoute bien sûr la gestion de Shadow. Ce dernier accompagne en effet le joueur dans 80% du jeu. Il est donc possible de lui donner plusieurs types d'ordres à l'aide de la croix directionnelle, attaquer un ennemi précis, rapporter une arme ou rester à un endroit donné, comme s'il s'agissait d'un partenaire humain. Et s'il est blessé, on peut le réanimer à l'aide du bouton A, façon Gears of War ou Splinter Cell. Mais le rôle de Shadow a été développé. Il est désormais possible de l'incarner dans des phases d'infiltration ou de protection. Dans les phases d'infiltration, Shadow peut passer en mode furtif, ce qui lui permet de repérer ses ennemis à travers les décors, exactement comme s'il équipait les lunettes sonar de Sam Fisher. Ce faisant, il sent également les battements de leur cœur qui varient en fonction de leur état d'alerte, également identifiés par la couleur de leur silhouette. Après la mise à mort, il peut même traîner les corps pour les planquer. Enfin, histoire d'assumer totalement ses influences splinteresques, il est possible d'attirer l'attention d'un garde en aboyant ou en grognant. Mis à part les séquences d'infiltration, Shadow fait montre de son agressivité dans les phases de protection. Il accompagnera souvent un Jack Slate mal en point qu'il devra protéger en arrachant bijoux de famille et gorges d'ennemis. Il peut alors courir pour renverser un adversaire avant de le finir au sol. Voilà pour le gameplay du jeu. On pourra noter, enfin, que Dead to Rights Retribution assume totalement ses influences beat 'em all en empruntant la structure des vieux jeux d'arcade Capcom ou Sega. Les différents chapitres du jeu seront ainsi ponctués par l'apparition de demi-boss et de boss. Ceux-ci finissant même parfois par devenir des ennemis récurrents, comme dans les beat 'em all de la fin des années 80, début des années 90. Vous avez sans doute noté que les noms de Splinter Cell Conviction et Gears of War ont été plusieurs fois cités en exemple. Malheureusement, le titre Volatile Games ne peut guère être comparé à ces blockbusters en termes de réalisation. Si on appréciera le dynamisme de la caméra, qui accompagne avec vigueur les mouvements du joueur, la modélisation des personnages et surtout des décors reste nettement en deçà des AAA d'Ubisoft et Epic Games. Dead to Rights Retribution n'est pas vilain et il bénéficie de décors variés, de cinématiques travaillées, de séquences spectaculaires et d'effets météo adaptés à l'ambiance sombre du jeu. Simplement, sa réalisation n'est pas au niveau de ce que l'on peut attendre aujourd'hui d'un third-person action game. Il souffre également de ralentissements inopportuns et de nombreux bugs. Shadow peut ainsi se retrouver coincé dans le décor et le joueur devra attendre qu'il respawn en avançant sans lui durant quelques minutes. Le jeu, il convient de le préciser et d'insister sur ce point, est ultra gore, quasiment autant qu'un God of War 3. Il s'adresse donc à un public averti. Sa durée de vie est des plus correctes, en avoisinant la dizaine d'heures de jeu et propose une bonne rejouabilité. Déjà, il est possible de récolter les insignes disséminés dans les niveaux. Ensuite, on peut débloquer pas mal de bonus comme des making-of. Et comme chaque chapitre se termine par une feuille de notation, à la manière de Bayonetta, le joueur accro est vite tenté de se refaire le jeu en étant plus efficace et spectaculaire dans ses moves. Le système de combat mêlant habilement corps à corps et gunfight finit en effet par se maîtriser avec un certain plaisir et on est rapidement tenté de se refaire le jeu dans un mode de difficulté plus élevé. Des DLC, que l'on espère gratuits, sont également prévus. Mais voilà, pour 70 €, Dead to Rights Retribution est avant tout un bon gros défouloir, compilant avec une certaine générosité de nombreuses influences. Pas vraiment original, doté d'une réalisation sujette à critique, il souffre de la comparaison avec des titres récents tels que Splinter Cell Conviction, God of War 3, Bayonetta ou encore Uncharted 2. Et lorsque l'on sait que Alan Wake et Red Dead Redemption sortent dans les semaines qui viennent, il est vraiment difficile de conseiller ce titre. Mais le petit parfum beat 'em all old school gore qu'il dégage pourrait suffire à convaincre les plus fortunés. Un bon titre donc, et clairement le meilleur épisode de la série. Mais alors, Dead to Rights, t'en penses quoi du coup? Alors, donc Dead to Rights, ce que j'en pense. Alors, ce qu'il faut dire aux téléspectateurs, c'est que le plateau de juste avant, on l'a tourné il y a une vingtaine de secondes. Donc, même si on crée l'illusion de... On l'a regardé. Ouais, bah, je sais bien, Thierry, mais il faut que les jeunes... Ils payent, les jeunes, faut bien qu'ils sachent. Donc, du coup, j'ai vu aucune image. Donc, j'en sais toujours rien. Sauf que là, je vais te dire que, étant donné que j'aime bien les chiens, c'est peut-être susceptible de me plaire. Maintenant, à 70 E, je sais pas.
Ah, c'est la problématique. Si le jeu avait été à 30 € par exemple, il aurait peut-être, franchement, il aurait valu le coup. Puisqu'au final, c'est un bon défouloir. Moi, je me suis bien amusé, mais j'ai pas payé le jeu non plus. Et c'est vrai que lorsque tu vois l'actualité de ce début d'année, avec les jeux qui arrivent et qui devraient être testés dans les prochains Classic du Plus, eh ben, ça fait quand même pas mal d'actualité et donc beaucoup de sous à débourser. Ouais. Donc voilà, faites-vous une idée. Je crois pas qu'il y ait de démo pour l'instant disponible. Elle devrait pas tarder, je pense, sur 360 et PS3. Donc en tout cas, vous avez eu la critique pour vous faire un avis. Maintenant, on va voir avec... On va changer de jeu, on va changer de style. Fini les chiens méchants, cette fois-ci, jeu zen. Ouais. On va parler de Mr. Driller. Wow. Tu connais Mr. Driller ou pas? Genre, je connais un truc qui s'appelle Mr. Driller sur internet, mais je suis persuadé que c'est pas la même chose. Ok. Bon, on va voir 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Mr. Driller est un classique, adapté sur toutes les plateformes existantes depuis sa sortie en 1999. Si vous n'y avez jamais joué, franchement, c'est que vous l'avez fait exprès. Développé par Namco, il devait d'abord sortir en arcade sous le nom Dig Dug 3. Et en effet, les deux jeux possèdent quelques points communs. Le héros de Mr. Driller, Susumu, est ainsi le fils de Holly Taizu, qui était le héros du jeu d'arcade Dig Dug sorti en 1982 en arcade. Dans Dig Dug, Taizu creusait des galeries sous terre afin de dénicher des monstres qu'il devait choper à l'aide d'une espèce de grappin qui lui permettait de les gonfler jusqu'à les faire imploser. Le but consistait à imploser tous les ennemis présents à l'écran avant qu'ils ne s'échappent, l'autre alternative à leur éviction étant de les écraser à l'aide d'un rocher en creusant correctement ces galeries souterraines. Dans Mr. Driller, il n'est plus question d'ennemis, ni d'implosion, l'objectif consiste simplement à creuser toujours plus bas. En creusant, Susumu provoque des chutes de blocs multicolores qui peuvent disparaître si 4 blocs de même couleur ou plus finissent par se toucher. Mais ces blocs peuvent également l'écraser s'il creuse maladroitement. L'autre danger est lié à la réserve d'air limitée qui s'amenuise tout doucement et peut même baisser de 20% d'un coup si Susumu se trouve obligé de creuser des blocs particuliers. Par chance, des capsules d'air sont disséminées un peu partout. Au joueur de creuser dans la bonne direction et à la bonne vitesse. Il peut d'ailleurs se déplacer de gauche à droite, escalader des blocs et bien sûr creuser dans toutes les directions. Mr. Driller est donc, clairement, un puzzle game se jouant comme un jeu d'action, un titre 100% arcade, qui a séduit un paquet de joueurs et de nombreuses gameuses, grâce à sa réalisation ultra kawaii et la simplicité de ses contrôles alliés à une vraie profondeur de jeu. Car Mr. Driller n'est pas facile, loin de là. On ne va pas vous la faire, cette version DSi n'apporte rien au précédent Mr. Driller, et en particulier celle, portable, sortie sur DS et GBA. Mais si vous n'avez jamais joué à un Mr. Driller, alors pour 500 malheureux points, et la possibilité d'avoir toujours sur vous, avec votre DSi, une version du jeu, il serait dommage de se priver. 3 modes de jeu sont proposés, Mission, Time Attack et Dristone. Ce dernier, plus tactique, demande de récupérer des pierres précieuses. 6 personnages aux caractéristiques différentes, tous plus mignons les uns que les autres, sont jouables. La durée de vie d'un Mr. Driller est énorme, et cette version DSi n'échappe pas à la règle. Addictif au possible, doté d'une prise en main immédiate puisqu'il ne requiert finalement qu'un bouton et la croix directionnelle, il octroie qui plus est des médailles aux joueurs, l'incitant à sans cesse rejouer pour améliorer son score. On pourra noter la possibilité, 100% anecdotique, de jouer au stylet. L'offre DSiWare commence décidément à s'étoffer. Susumu Rules. Et ben voilà, Classique du Plus, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Ouais. Vous avez tout vu. Déjà. Donc on est désolé, c'était un peu Classique du Plus mini. Ouais, mais c'est pas de notre faute, c'est vraiment l'actu. C'est pas parce qu'on se met les doigts dans nos fesses et qu'on fait rien. Vraiment. Et donc du coup, pour la prochaine, on n'ose pas trop vous annoncer le contenu, de peur de vous décevoir, de peur de raconter des conneries une nouvelle fois. Donc, par contre, ce qu'on peut dire, a priori, c'est qu'on devrait parler d'une façon ou d'une autre d'un certain Red Dead Redemption, donc que ce soit sous la forme d'une avant-première ou d'une critique, on va voir ce qu'on peut faire, parce que là, au niveau du timing par rapport à la date de sortie, c'est un peu limite. C'est ric-rac. En tout cas, ça risque d'être à nouveau un petit Classique du Plus, la faute à l'actualité. En attendant... attends, excuse-moi, il y aura Showtime aussi. C'est vrai, il y aura Showtime. Ah oui. T'as déjà choisi le jeu ou pas? Non. On préfère pas vous annoncer Showtime non plus. Voilà. À la prochaine. Ciao.